hérissons, les taupes et les tatous avaient décidé de faire une orgie, on a une idée d'à quoi ressemblerait leur pauvre progéniture. Parmi les groupes constituant la classe des mammifères, figure un ordre particulièrement décalé et peu représenté dans le monde. Les monotrèmes, bien que moins populaires que leurs cousins marsupiaux, sont des animaux tout autant curieux et insolites. Pourtant, leur forme ancestrale et leurs caractéristiques uniques ont de quoi susciter l'attention des zoologues émérites comme celle du grand public. Ce groupe d'espèces n'est aujourd'hui représenté que par deux familles, celle du fameux ornithorynque et celle des échidnés. Dans cette seconde famille, l'échidné à nez court, Tachyglossus aculeatus, est le représentant dont on va s'occuper aujourd'hui. Son habitat s'étend dans le sud de la Nouvelle-Guinée, ainsi que sur l'ensemble du continent australien et de la Tasmanie. Leurs caractéristiques sont marginales aujourd'hui, mais elles sont le reflet de l'ancestralité commune des mammifères et de leur évolution progressive les distinguant des autres vertébrés. L'échidné est une sorte de résultat post-partouze entre un hérisson, une taupe et un fourmilier. Dos hérissé, pattes atrophiées, doté de griffes imposantes pour sa taille, des yeux quasiment hors service, pas loin du Gilbert Montagnier, et une trompe étroite pourvue d'une langue serpentine. Il mesure entre 30 et 45 cm et pèse entre 2 et 7 kg. Comme ma bite! Exactement, sauf que lui a une petite démarche pataude suivie d'une petite trompe d'environ 7 mm. Comme ma... Les épines qui couvrent son corps, sur le dos, la tête et les pattes, mesurent jusqu'à 50 cm. Il s'agit de poils modifiés au cours de la croissance, principalement constitués de kératine. Les sens de cet animal sont très inégaux. Sa vue est plutôt merdique et son système auditif ne se distingue pas particulièrement au vu de l'absence de pavillon dans son oreille interne. Mais il se distingue par son sens inouï de l'odorat. Le micropénis qui lui sert de museau est doté de multiples thermorécepteurs qui lui apportent une chier d'informations sur son environnement autour. Les terminaisons des nerfs à l'extrémité de sa trompe lui permettent alors de capter les champs électriques et de dénicher ses proies. Il bouffe principalement des fourmis et termites qu'il déniche grâce à ses capteurs extrasensoriels et son odorat bien développé. Il se sert ensuite alors de ses griffes pour déterrer les galeries d'invertébrés. Sa longue langue est couverte de mucus qui la rendent adhésive à tout insecte assez poisseux pour s'y retrouver collé. Ces petits bigleux hérissés vivent sur des aires de 40 à 60 hectares en moyenne, qui ne forment pas de territoire bien défini. Les échidnés ainsi ne se battent pas pour des raisons territoriales, et se montrent au contraire très tolérants. Il arrive même que certains se partagent un même abri lorsque ceux-ci se font rares. J'aimerais être de gauche, mais ça demande tellement de qualité humaine. L'échidné est endotherme. Il maintient sa température autour de 31 degrés. Il peut toutefois modifier sa fréquence cardiaque et sa température interne dans certaines conditions. Par exemple, au cours de l'hiver, il entre en hibernation et sa température corporelle tombe alors à 4 degrés. Et son activité respiratoire est environ 80% plus lente que lorsqu'il est actif. L'hibernation commence en février-mars. Durant cette période, l'échidné est le mammifère qui consomme le moins d'énergie au monde. La lenteur de son métabolisme est un caractère qui se retrouve chez les autres mangeurs de termites et de fourmis, même si l'échidné en est l'exemple le plus abouti. Cette espèce de face d'épine peut vivre dans un large panel de milieux, tant qu'il y trouve sa nourriture en quantité suffisante et assez d'endroits pour se planquer. Il peut se réfugier dans l'eau pour échapper à la chaleur ou à ses ennemis. Que l'on ne s'y trompe pas, c'est même un excellent nageur. Mais c'est surtout en s'enfouissant dans le sol qu'il échappe à ses principaux dangers. Les échidnés sont de redoutables creuseurs de galeries. Qu'il s'agisse de déterrer leur proie ou de construire un abri, sur un sol suffisamment tendre, ils sont capables de s'enfouir dans le sol en un temps record, même en cas d'attaque de prédateurs. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ceux-ci sont d'ailleurs assez nombreux. Parmi les natifs, on compte les nombreux oiseaux de proie, les sempiternels serpents, les goannas, les varans et même le diable de Tasmanie. Mais l'arrivée de prédateurs placentaires, tout aussi redoutables, contribue au malheur de ce pauvre échidné, notamment les chats, les dingos et les renards, qui sont particulièrement astucieux pour contrer les épines et son système de défense. Le monde à l'extérieur est si dangereux. Non, mes amis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez me faire pleurer, face de pine. Néanmoins, l'échidné, malgré tous ses assaillants, ne se trouve pas particulièrement en danger. Ses aptitudes en effet lui permettent d'évoluer dans divers types d'habitats tant qu'il y a assez d'insectes et d'abris où se planquer. Même face aux redoutables serpents qui viennent le chercher dans les galeries, sa barrière d'épines lui permet de déjouer un grand nombre d'assauts lorsqu'il se met en boule. Entre mai et septembre, les échidnés se montrent moins solitaires dans l'optique de trouver un partenaire. Mâles et femelles émettent une forte odeur de musc. Un lourd et puissant fumet se dégage dans les forêts australiennes. Les échidnés de tous sexes se frottent le derrière sur le sol, libérant un épais liquide aphrodisiaque.
Les couilles des mâles triplent de volume. Le piège classique, les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous l'édredon, une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir, les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux. Ça sent le café, le savon de Marseille. C'est effectivement dans la reproduction que l'archaïsme de cet animal se révèle. Les conduits digestifs et urogénitales ne sont pas distincts. Tout se passe dans le même canal, qui finissent dans un seul trou, le cloaque. D'ailleurs, le terme monotrème signifie un seul trou. Pas comme ta sœur. Quel affreux personnage. C'est donc par ce cloaque que s'évacue la pisse, la merde et le foutre. La femelle n'a pas de vagin, ni utérus, car la raison est simple. Les échidnés pondent des œufs. Et ouais, c'est là qu'est tout le foutu bordel des monotrèmes. Ils pondent des œufs. Ah bah ouais, un mammifère qui pond des œufs, c'est comme trouver du saucisson pur porc halal. Perso, j'aime bien, mais faut dire que c'est peu courant. On retrouve chez les monotrèmes la véritable transition entre les reptiles et les mammifères. On a toujours affaire à des espèces ovipares, mais chez qui apparaissent certaines spécificités qui plus tard seront un peu plus abouties chez les autres mammifères. Bon, pour commencer, la fécondation se fait d'une manière assez similaire que chez les autres mammifères. Une souris, pour avoir une autre petite souris, doit lui monter dessus. Tout droit sorti d'un porno de science-fiction, le sgeg du mâle mesure environ 7 cm et se divise en deux extrémités, chacune composée de 2 glands. Après avoir reniflé le cul de sa promise, l'avoir analysé sous tous les angles, voire l'avoir affronté pour lui montrer qu'il est fiable, l'assailli prend acte. Le mâle enfourne 2 de ses glands dans le cloaque de madame, et c'est l'éclate. L'osmose, l'extase. Après une gestation d'une vingtaine de jours, la femelle pondra ensuite son œuf dans une poche directement placée contre son ventre. Parce que la différence avec les autres ovipares, c'est que chez les monotrèmes, l'œuf n'est pas pondu à même le sol ou dans un nid, mais directement dans la poche placée contre le ventre de la femelle. C'est ici que l'éclosion aura lieu et où le petit débutera sa croissance. Petite innovation supplémentaire, un liquide nutritif, le lait, est sécrété dans cette cavité à travers les pores de la peau de la femelle. Sorte d'ébauche de mamelle. Dès que le petit arbore ses premières épines, la mère, on la comprend, le jette hors de la poche. Les épines, ça irrite. Et l'éducation du petit se poursuit le long d'une année environ. Ce système paraît minoritaire et anodin aujourd'hui, mais ce mode de reproduction fut probablement majoritaire chez les premiers mammifères et leurs ancêtres, à l'heure où ceux-ci vivaient encore dans l'ombre des dinosaures. Et parmi leurs descendants, seuls les monotrèmes ont maintenu cette formule reproductrice. L'origine des monotrèmes est fascinante par son ancestralité et sa richesse au sein du rapport fossile. Le plus vieux fossile de monotrème retrouvé vivait au Mésozoïque, dans l'actuelle Nouvelle-Galles du Sud. Il s'appelait Stéropodon et il vivait il y a environ 105 millions d'années. Un autre fossile, le Teinolophos, vivait pendant le Crétacé inférieur. Les monotrèmes auraient émergé en Australie entre le Jurassique tardif et le début du Crétacé. Ouais, les monotrèmes ont été les contemporains des dinosaures. Plus tard, une dent d'ornithorynque ancestrale datant du Paléocène, entre 66 et 56 millions d'années, a également été trouvée en Argentine. Cette découverte marrante nous invite à penser que certaines populations de monotrèmes ont réussi à passer en Amérique du Sud à travers l'Antarctique, continent soudé à l'époque, rappelons-le. Alors par contre, il ne s'agit pas encore de nos monotrèmes contemporains. Ni l'ornithorynque, ni l'échidné que nous connaissons ne sont leur forme actuelle, ni descendants. On les considère souvent comme des ovnis vivants. Mais alors, en quoi sont-ils si étranges ? La réponse se trouve dans leur évolution, dont voici quelques exemples. Tout d'abord, regardons la structure de l'omoplate dans le rapport fossile. Vous avez ici l'omoplate de plusieurs espèces de la lignée mammalienne. Tout issu du rapport fossile, daté entre 193 millions d'années à nos jours. De tous ces exemplaires, seuls les mammifères, marsupiaux et monotrèmes sont encore existants aujourd'hui. Le reste sont éteints. Les premiers mammaliformes occupent la Terre autour de 193 millions d'années. Leur structure comporte encore beaucoup de similitudes avec les reptiles, comme en témoigne l'os coracoïde, représenté ici en vert olive. Cet os coracoïde disparaît totalement de la lignée autour de 145 millions d'années. Parmi tous les descendants, seuls les monotrèmes gardent ce caractère ancestral, hérité de leurs ancêtres communs avec les reptiles. 70 millions d'années, la cavité glénoïde, c'est-à-dire la cavité qui s'articule avec la tête de l'humérus, devient perpendiculaire à l'épine scapulaire. C'est l'espèce de crête là que tu vois au milieu. Alors qu'elle était dans son axe chez les espèces précédentes. L'épine scapulaire répartit également les fosses infra- et supraépineux de manière différente, indiquées en vert et bleu. Enfin, chez les marsupiaux et placentaires, l'acromion, représenté en rouge chez les espèces précédentes, fusionne désormais avec l'épine scapulaire. La découverte essentielle qui a mis en pièces les affirmations de la théorie de l'évolution fut celle des fossiles. Hey.
Ouais, car c'est pas fini, les espèces de mammifères intermédiaires ne montrent pas une transition qu'à travers l'exemple de l'omoplate, mais également avec celui de la ceinture scapulaire. Nous voyons au sein du même rapport fossile, chez les mêmes espèces, que les mammaliformes ancestraux du Trias ont un os interclaviculaire, de taille conséquente, qui sépare les clavicules du sternum. Les clavicules, quant à elles, sont en contact direct entre elles, une structure très semblable avec les oiseaux et reptiles. Encore une fois, les monotrèmes gardent cette formule ancestrale dans leur anatomie. Toutefois, le reste de la lignée voit une diminution de l'os interclaviculaire, en rouge, et une séparation progressive des clavicules. Une transition qui perdure entre 90 et 70 millions d'années quand même, avant que l'os interclaviculaire disparaisse totalement chez les marsupiaux et placentaires, avec des clavicules bien séparées directement par le sternum. L'anatomie comparée de toutes ces espèces fossiles nous montre les étapes intermédiaires qui depuis le Crétacé ont amené l'apparition des mammifères contemporains. Après les fouilles, on n'a pas trouvé même un seul fossile intermédiaire. Ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Du con, tu meurs. Et ouais, quand on se sort les doigts du cul et qu'on se met au boulot, comme Monsieur Louot, on voit que l'anatomie comparée, c'est de la bombe bébé. Le rapport fossile nous permet de distinguer les espèces contemporaines de celles qui vécurent il y a près de 200 millions d'années. Mais plus encore, nous pouvons décrire l'évolution progressive de cette lignée grâce aux multitudes d'espèces intermédiaires qui constituent le rapport fossile. Toute la vie est le produit d'une parfaite architecture et d'une création supérieure. Oh, ta gueule. Stéropodons et Ténolophos ayant disparu, les monotrèmes ne sont aujourd'hui représentés que par quelques descendants de leurs cousins. Alors maintenant, on regarde à quoi ça ressemble. Ils ont en commun avec les reptiles et oiseaux de nombreux caractères ancestraux, comme le cloaque, la reproduction ovipare, l'absence de mamelles et la présence de l'os coracoïde. Mais la mère sécrète également du lait pour sa progéniture, il est homéotherme, même de manière plutôt variable, il y a une présence de poils, de glandes sébacées et sudoripares, une structure de la mâchoire inférieure très semblable à un placentaire, et des osselets dans l'oreille interne notamment, ce qui le classe définitivement au sein des mammifères. Malgré les bouleversements environnementaux, l'arrivée de l'homme et de nouveaux prédateurs s'ajoutant à la liste de ses ennemis, l'échidné à nez court se porte plutôt pas mal et ne figure pas sur la liste des espèces en danger. Les perturbations écologiques nombreuses ont coûté cher à pas mal d'espèces australiennes, qui disparurent les unes après les autres lors des derniers millénaires. Et puis des bien balèzes en plus, hein. Avec sa petite taille et son anatomie ancestrale, le petit échidné a fait son chemin et leur a tous survécu. Et c'est amplement suffisant, la nature ne demande pas spécialement plus, tant que tu trouves une bonne formule pour te reproduire, t'as gagné. Les raisons de leur survie sont leur système de défense, tels que les piquants, la creuse de galerie ou la position en boule, la faible compétition écologique venant de la faune étrangère invasive, une longévité assez étonnante pour un petit animal de 15 à 16 ans, et la forte fécondité des femelles qui permet un renouvellement stable. Si vous croisez un jour cette brosse à chiottes sur pattes, n'oubliez pas de le saluer, car parmi les représentants de notre grande famille, il est celui qui garde probablement le plus de similitudes avec nos ancêtres qui ont réussi à survivre aux dinosaures, et à qui nous devons tous notre existence.